Bienvenue pour cette vidéo court sur le chapitre des alcools. C'est pas un cours hyper facile. C'est la première fois où on va voir des mécanismes de réaction, les substitutions de nucléophiles SN1 et SN2. Donc ça va être super important de bien s'accrocher et de bien maîtriser les bases. Parce que c'est un nucléophile, électrophile, carbocation, carbone primaire, etc. Tout d'abord, un alcool, c'est quoi? Un alcool, c'est une molécule où on va avoir un groupe hydroxyle, un groupe OH, qui va être lié à un carbone hybridé sp3. Hybridé sp3, c'est-à-dire que le carbone ne fait pas de double liaison. Si je prends par exemple ce carbone, CH3OH, donc ça c'est l'alcool de base, le méthanol. Ici on a un groupe hydroxyle, le OH, qui va être lié à un carbone, et ce carbone il fait que des liaisons simples. Pour que l'on puisse parler d'alcool, il faut que le carbone qui porte le groupe hydroxyle ne soit lié qu'à des hydrogènes ou à des carbones. Et ou carbone, c'est-à-dire que là, je peux avoir un carbone, CH3 par exemple. Il faut que le carbone, celui qui porte le OH, il ne fasse des liaisons qu'avec des hydrogènes ou des carbones. Si, admettons qu'ici, je mette un OH par exemple, celui-ci. Mais ça, ce n'est pas un OH. Si je veux appeler cette molécule, je vais parler de groupe hydroxy. Dans la nomenclature, on dira hydroxy. Alors que si ici je mets un hydrogène, là je pourrais dire alcool, je pourrais utiliser le suffixe -ol. Pareil, si je mets un azote ici, dans ce cas-là, celui-ci c'est pas un alcool, ce sera un groupe hydroxyle. Et si j'ai une double liaison, pareil, on ne pourra pas parler d'alcool, on dira que c'est un groupe hydroxyle. Donc, si on veut vraiment parler de alcool, donc pouvoir utiliser le suffixe -ol dans la nomenclature, il faut absolument que le carbone qui porte l'hydroxyle, il ne fasse des liaisons qu'avec des hydrogènes ou des carbones. On va distinguer 3 classes d'alcool, c'est à peu près ce qu'on avait vu avec les carbones, hein, carbone primaire, secondaire, tertiaire. Eh bien, on va avoir l'alcool primaire. L'alcool primaire, c'est un groupe OH qui va être lié à un carbone. Et le carbone qui porte le groupe OH, il ne va être lié qu'à un seul carbone. Par exemple, ici, un groupe CH3. Le reste, ce sera des hydrogènes. Ça, c'est un alcool primaire. Parce que le carbone qui porte le OH, il est lié à un carbone. C'est pas le nombre de carbone à qui est lié le OH, puisque de toute manière, le OH, c'est ça, enfin l'oxygène, c'est deux électrons célibataires, il peut faire que deux liaisons, donc il en fait déjà une avec un hydrogène, il peut en faire qu'une seule avec un carbone. Donc c'est vraiment pas le nombre de carbone que l'oxygène qui est lié à l'oxygène, puisque de toute manière l'oxygène ne peut être lié qu'à un seul carbone. C'est vraiment le nombre de carbone qui est lié au carbone qui porte le groupe alcool. Un carbone, un alcool plutôt secondaire, ça va être toujours notre groupe OH qui va être lié à un carbone, et ce carbone, il est lié à deux groupes alkyles. Donc là, je vais mettre par exemple CH2, CH3 pour changer. Ici, je vais mettre CH3, et ici, je vais mettre un hydrogène. Ça, c'est un alcool secondaire. Pourquoi? Parce que le carbone qui porte le groupe OH, il est lié à 2 carbones, celui-ci et celui-ci. Donc on dit que c'est un alcool qui est secondaire, et un alcool tertiaire, ben, vous remplacez ici le H par CH2, CH2, par exemple CH3, un groupe propyle. Donc voilà pour les 3 classes d'alcool à maîtriser. Ça, il faut vraiment le maîtriser, hein, parce que dans les QCM, il va vous poser des questions, il va vous mettre des molécules, et il va vous dire tel carbone, tel alcool, quelle est sa classe? Primaire, secondaire, tertiaire. Donc c'est le même principe que pour le carbone. En fait, il suffit de regarder la classe du carbone pour avoir la classe de l'alcool. Le carbone là, il est lié à 3 carbones, c'est un carbone tertiaire. Eh bien, c'est la même chose pour l'alcool. Concernant les propriétés physico-chimiques des alcools, les alcools, ils ont une température d'ébullition élevée, puisque l'oxygène, il a 2 doublés non liants, et on l'a dit, hein, il va pouvoir faire des liaisons hydrogènes, des ponts hydrogènes, par exemple, avec les hydrogènes du CH3. Et plus on va avoir de ponts hydrogènes, plus ça augmente la température d'ébullition, puisque pour que ça passe à l'état gazeux, il faut rompre toutes les connexions entre les molécules. La liaison OH, elle est polarisée. Et lorsque l'on a, et donc il faut savoir que les groupes hydroxyles
donc les groupes alcool, ils vont augmenter l'hydrophilie de la molécule. Donc l'hydrophilie, c'est le rapport avec l'eau. L'eau, c'est un solvant qui va être polaire. Et pour y mettre un soluté dans l'eau, pour que ce soit miscible, pour que ça se mélange bien, il faut aussi que le soluté soit polaire. Eh bien, le groupe OH, il polarise la molécule et donc ça permet, d'augmenter l'hydrophilie de la molécule. Par contre, si on a énormément de groupes alkyles, donc CH3, CH3 c'est ce qu'il y a typiquement dans les lipides. Les lipides, ce qu'on verra, mais c'est un acide carboxylique avec une très, très longue chaîne, 16 carbone, 18 carbone, 20 carbone. Et c'est eh bien cette chaîne alkyle, elle est très hydrophobe et on aura une tête polaire. OK, cette tête-là, elle se mélange avec l'eau. Par contre, la queue, de la molécule, elle est hydrophobe et en fait, c'est ce que vous avez dans vos membranes. Vos membranes, ce sont une bicouche lipidique. Vous allez avoir toutes vos têtes polaires en contact avec l'eau. Donc ça, c'est des queues, hein, les traits que je dessine et ça, c'est de l'autre côté de la membrane, donc par exemple en intracellulaire, puisque l'eau, c'est en intracellulaire. Donc voilà ce que c'est en fait votre membrane. Vous avez ici vos groupes, en fait, c'est des phospholipides. Vous avez ici vos têtes polaires qui sont des acides carboxyliques et là, vous avez vos queues qui se mettent ensemble. Donc vous voyez, hein, on n'a pas de têtes qui sont ici parce que là, ça irait pas. On aurait quelque chose d'hydrophobe avec quelque chose d'hydrophile. Donc ça se mélangerait pas. C'est pour ça que les queues sont en contact avec les queues et les têtes polaires sont en contact avec l'eau, donc en extracellulaire et en intracellulaire. On rentre dans le dur avec les réactions de substitution nucléophile. On va donc déjà, pour faire un rappel, un nucléophile, c'est une espèce qui va bon, déjà obligatoirement, elle a un doublé non liant. Si elle est nucléophile, c'est qu'elle aime les nucléons. En fait, elle aime le noyau et ce qu'elle aime dans le noyau, c'est les protons qui sont chargés positivement. Et si j'aime quelque chose de positif, c'est que je suis négatif. Ce qui va se passer, c'est que là, en fait, notre X, ça va être un dérivé halogéné. Dans nos dérivés halogénés, on a qui? On a le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Le fluor, on va pas le voir, parce que le fluor, en fait, il est beaucoup trop réactif et ça va pas pour les substitutions nucléophiles. Le fluor, c'est pas au programme. Les dérivés halogénés qui vont réagir pour des SN1 et des SN2, ça va être le chlore, le brome et l'iode. Ce qui va se passer, c'est que, donc là, on va commencer par exemple avec un CH3. Le X, c'est un halogène. Et l'halogène, avant-dernière colonne du tableau périodique, c'est très électronégatif. L'halogène, il va récupérer l'électron de la liaison. Donc la liaison, c'est ça. Ce qui va se passer, c'est que l'on va avoir notre CH3 qui va se retrouver avec une charge plus l'halogène qui se retrouve avec une charge moins. L'halogène, il a récupéré l'électron de la liaison. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un nucléophile. Là, ce que j'ai, c'est un carbocation. Carbone avec une charge positive. Il a perdu un électron. Eh bien, le nucléophile, il va venir attaquer le carbocation, ce qui va nous donner CH3 nucléophile. Et le nucléophile, il va perdre sa charge négative. Alors, attention, on le verra, de toute façon, le nucléophile n'a pas toujours une charge négative. Mais notre nucléophile, il va venir, avec son doublé non liant, puisqu'il a récupéré une charge négative, venir faire une liaison dative avec la case vide du carbone. Puisque le carbone, il s'est fait arracher son électron par l'halogène. Eh bien, on va avoir donc une liaison dative ici, ce qui va nous donner CH3N. Là, ce que l'on a fait, c'est une substitution nucléophile. On a changé cet halogène par notre nucléophile ici. Donc c'est ça le principe. Maintenant, on va voir la différence entre une SN1 et une SN2. J'ai représenté un carbone lié à trois autres carbones. Donc le carbone, on remarque que c'est un carbone tertiaire, lié à un halogène, le brome. Et ici, c'est mon nucléophile. Pourquoi l'oxygène il est nucléophile? Enfin, la molécule d'OH2SO. Parce que l'oxygène il a deux doublés non liants. Donc il est nucléophile, il a une surcharge en électrons. Ce qui va se passer, c'est que mon brome, il va partir. Mon brome va partir, et donc on va avoir, donc voilà, je ne vais pas représenter, on va mettre une charge plus ici, plus Br-, qui est parti. On a ici un carbocation. Notre carbocation, il va venir se faire attaquer par la molécule d'eau. Donc ce qui va se passer, c'est que l'on va avoir ici OH de plus, et lui, sa charge, elle part. Puisque maintenant, il refait ses 4 liaisons. Là, le souci, c'est que notre oxygène, il fait 3 liaisons. Et en plus, il a une charge positive. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va relâcher un ion H+. Donc ici, on va
perdre un hydrogène et on va perdre cette charge donc positive. Donc on va retrouver ici plus H+. Et ici, ça pourra refaire euh, une liaison HBr par exemple. Donc voilà, ici, on a fait une substitution nucléophile. On a changé le Br qui était lié par un OH, OH2, mais qui est devenu OH, qui a cédé son hydrogène. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette réaction, elle se fait en deux étapes. La première étape, c'était la formation d'un carbocation. C'est cette étape qui est dite cinétiquement déterminante, c'est-à-dire que c'est cette étape, le temps, en fait, le temps pour que la liaison BR, elle se casse, c'est cette durée qui va déterminer la vitesse de la réaction. Ensuite, l'attaque nucléophile, elle se fait très rapidement, considère instantanément. Donc c'est pour ça que l'on dit SN1, en fait, c'est pour ordre 1. Par contre, cette réaction, elle se fait en deux étapes. La première étape, c'est le cassage, la cassure de la liaison entre le carbone et le Br. La deuxième étape, c'est l'attaque du nucléophile. Et alors, on va le dire tout de suite, lorsque l'on a un carbone primaire, ce sera une SN2, toujours. Et lorsque l'on aura, alors toujours, quasiment toujours, sauf si on a un encombrement en bêta c'est ici, par exemple, ici c'est du CH3, c'est du CH2, CH3, 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 CH2, 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 CH3, donc une grosse molécule ici, ce ne sera pas une SN2. Mais sinon, si on a un carbone primaire tout simple, ce sera toujours une SN2. Et si on a un carbone tertiaire, ce sera toujours une SN1. Et pour un carbone secondaire, c'est là où on a notre difficulté, c'est ça pourra être une SN1 ou une SN2, ça dépendra de quelques critères. Et donc, pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que si notre carbone il est tertiaire, on sait que ce sera une SN1, ici. Et pourquoi? Parce qu'une SN1, on l'a dit, c'est en deux étapes. Et la première étape, c'est laquelle? C'est la formation du carbocation. Et pour que le carbocation se forme, il faut absolument en fait que l'on ait un encombrement, que l'on ait des chaînes, des groupes alkyles qui vont être liés au carbone. Pourquoi? Eh bien parce qu'on l'avait dit, les groupes alkyles, ils ont un effet inducteur positif. Ils vont prêter leurs électrons pour stabiliser ce carbone qui est en déficit d'électrons. Eh bien ici, on va avoir en fait des électrons qui vont venir se rapprocher du carbone pour le stabiliser. Et il faut obligatoirement que le carbone puisse se stabiliser pour que la liaison se casse. En fait, c'est un système. C'est un système où la chimie, c'est toujours ça. C'est est-ce que si je fais ça, ça me stabilise ou non? Est-ce que si je fais ça, ça me demande de l'énergie ou au contraire, ça va me laisser, ça va, voilà, je vais libérer l'énergie, c'est moi qui vais pouvoir me calmer, ça va être mieux pour moi, ça va être plus stable. Si le Br il part et que le carbocation il est instable, ça va pas aller. Le système, il va pas être d'accord, il va pas vouloir, parce que si le carbocation il est instable, ça va nécessiter de l'énergie. Donc, ce qui se passe, c'est que le Br, il va partir uniquement si, s'il part, le carbone sera stable. S'il part et que le carbone est instable, dans ce cas-là, il va pas partir. Mais si il part et que le carbone est stable, dans ce cas-là, il peut partir. Et pourquoi il peut partir si on a un carbone tertiaire? Parce qu'on l'a dit, si on a un carbone tertiaire, on va avoir un effet inducteur positif qui vont stabiliser le carbocation. Et c'est parce que le carbocation sera stable qu'il va pouvoir derrière se faire attaquer par un nucléophile. C'est vraiment super important là ce que je viens de vous, ce que je viens de vous dire, c'est que le Br peut partir uniquement si notre carbocation sera stable. S'il part et qu'il laisse quelque chose d'instable, le système il va dire non, non, toi tu vas rester. Parce que sinon je vais devenir instable. Donc voilà comment ça se passe. Et retenez bien que si on a un carbone tertiaire, on aura une SN1. Et si on a un carbone primaire, on aura une SN2. La SN2, donc, là j'ai représenté un carbone primaire, un carbone lié à un seul autre carbone. Et là c'est notre dérivé halogéné. Une SN2, pourquoi on dit SN2? Parce qu'elle est d'ordre 2. C'est-à-dire que cette fois-ci, la vitesse, elle dépend de la concentration en Br, en halogène, et en nucléophile, le nucléophile qui doit attaquer OH2. Alors que pour la SN1, ça ne dépendait que de KBr, que de Br. Par contre, SN2, c'est en une seule étape. Pourquoi c'est en une seule étape? Eh bien, pour que le Br parte, il faut que le OH2 attaque. Le Br, il va partir en même temps que le nucléophile il attaque. C'est vraiment
concomitant. Et c'est pour ça que ça dépend des 2 concentrations, parce on dit aussi que c'est une réaction qui est concertée. Il faut vraiment que les 2 soient en adéquation. Ça ne va pas dépendre que de lui et ça ne va pas dépendre que de lui. Ils dépendent l'un de l'autre. Pour que la, liaison se casse entre le carbone et le BR, il faut obligatoirement que le OH2 arrive. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a dit, le BR, il va partir uniquement si s'il part, la molécule reste stable. S'il part et que la molécule est instable, le système, il va dire, parce qu'en fait, c'est un système, il faut toujours voir ça de manière macro, c'est un ensemble qui veut être stabilisé. S'il part, regardez ce que l'on a. On a un carbocation qui est stabilisé uniquement par un seul groupe alkyle. On n'a qu'un seul groupe alkyle qui va donner des électrons, mais ça ne va pas être assez pour compenser ce carbocation. Avec un carbone tertiaire, on avait 3 groupes alkyles qui donnaient, des électrons au carbone. Là, on n'en a qu'un, donc ce système est instable. C'est pour ça que le BR, il va pas partir facilement. Pour qu'il parte, il faut que en même temps, lui, il attaque. Et quand lui, il attaque, lui, il va pouvoir partir. Donc voilà ce qui va se passer. On passe pas par un carbocation. Vous voyez, pour la SN1, on avait ça. Un carbocation, et ensuite, on avait l'attaque. Là, non, on n'a pas de carbocation. Lui, il part, l'autre, il vient. C'est en même temps. Donc c'est en une seule étape, et c'est d'ordre 2 parce que ça dépend de la concentration en halogène. Du coup, la liaison, elle est partie puisque lui, il a attaqué. Et en OH2. Donc retenez bien, une seule étape, le départ de l'halogène et l'attaque du nucléophile. Que ce soit pour une SN1 ou SN2, il va falloir que cette liaison-là, la liaison entre le carbone et l'halogène, elle se rompt. Et elle va se rompre d'autant plus facilement que l'halogène est un bon nucléofuge, c'est-à-dire qu'il part facilement. Et le principal critère pour que l'halogène soit un bon nucléofuge, c'est son volume. On l'a dit en début de cours, on a 3 halogènes qui vont réagir sur une SN1 ou SN2, c'est l'iode, le brome et le chlore. Le fluor, il est beaucoup trop réactif, il ne réagit pas. Eh bien, l'iode, il va mieux réagir que le brome, il va réagir plus facilement. Et le brome, il va réagir plus facilement que le chlore. Pourquoi? Ça dépend de leur nombre de protons. L'iode, 5 couches électroniques. Le brome, 4. Le chlore, 3. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. 5, ça va jusque n égale 3. Ce qui va se passer, c'est que pour que l'élément, le X, parte, il faut qu'il récupère l'électron du chlore. Mais on l'a dit, il faut toujours que l'action qui est faite stabilise l'élément. L'iode, s'il gagne un électron, en fait, ça ne le dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il a 5 couches. Il a un volume électronique très élevé. Donc, l'orbite ici, en fait, elle est très grande, et s'il gagne un électron, bah, c'est pas grave. Les électrons, ils vont encore être éloignés. Alors que le chlore, par exemple, bien, je vais prendre le fluor. Le fluor, c'est 2 couches électroniques. S'il gagne un électron, eh bien, ils vont être proches d'un autre électron déjà situé sur la couche. Alors que l'iode, il est tellement gros que bah, s'il gagne un électron, c'est pas grave. Ils vont encore être éloignés les uns des autres parce que on a une répulsion interne, les électrons ils sont chargés négativement, donc quand ils se croisent, bah, ils se repoussent. Ok, les moins et les moins, ça va se repousser. Et l'iode, comme il est gros et que les électrons ils sont éloignés, pas beaucoup de répulsion. Alors que le fluor, il est tellement petit que s'il gagne un électron, bah, ils vont être collés les électrons en fait. Et là, il va y avoir énormément d'énergie interne, ce qui va le rendre instable. C'est pour ça que le fluor, il est beaucoup trop réactif. Et donc pour ce principe-là, l'iode, comme il est plus gros que le brome, il va pouvoir accepter plus facilement un électron. En fait, c'est une question de densité électronique. La densité électronique de l'iode, elle est plus petite que celle du brome, qui est plus petite que celle du chlore, qui est plus petite que celle du fluor. Le fluor, très petit, les électrons sont proches. L'iode, très gros, les électrons ils sont éloignés. Donc c'est bon. Donc le nucléofuge, plus il est gros, mieux il partira et plus ça facilitera la réaction, que ce soit pour une SN1 ou pour une SN2, puisque dans tous les cas, il faut qu'il parte. On a dit pourquoi un carbone tertiaire, ça réagissait mieux avec une SN1 qu'une SN2, parce que le carbone tertiaire, il est stabilisé. Quand le brome, l'halogène, part, eh bien on a un effet inducteur sur le carbone qui fait que le carbocation est stabilisé. Et pourquoi on a dit que un carbone primaire, ça réagissait avec une SN2 et non une SN1? On l'a dit pourquoi ça réagissait pas avec une SN1. Parce que si le brome il partait, il n'y a plus personne à part le CH3 pour le stabiliser. Et c'est pas suffisant. Par contre,
Pour une SN2, c'est important que l'on ait un carbone primaire parce qu'on va minimiser l'encombrement stérique. On n'a qu'un seul groupe, on a un seul carbone qui va venir être qui est autour de la molécule et pour que le nucléophile, celui qui doit attaquer le carbone quand le brome part, il attaque, il faut qu'il ait de la place. S'il n'a pas de place pour attaquer, bah, ça va être difficile. Donc, lorsque l'on a un carbone primaire, on n'a pas beaucoup d'encombrement stérique, on a du vide autour du carbone, ça laisse la place au nucléophile d'attaquer. Si ici, regardez, j'ai un carbone et ici pareil, là on va avoir un gros volume, bah, le OH2, vous voyez, qui doit se faufiler et c'est beaucoup plus compliqué pour lui d'attaquer. Donc c'est pour ça qu'un carbone primaire, il va réagir selon une SN2. Et pour le carbone tertiaire, bah, il y a la place, puisque le brome il est parti. Alors que là, il n'y a pas la place, le brome il n'est pas encore parti. Pour qu'il parte, il faut que lui il attaque. Alors que pour une SN1, pour le carbone tertiaire, bah, on a la place ici. Le brome il est parti, donc lui il peut venir attaquer facilement. Pour une SN1, ça ne dépend pas du nucléophile, donc là on a notre Br, du nucléophile qui est OH2, ça dépend du Br qui part. Le nucléophile, en fait, ici, il va être faible. Un nucléophile faible, ça va favoriser une SN1, alors qu'un nucléophile fort, lui, ça va favoriser une SN2. En fait, ce qui se passe, c'est que quand le brome il part, bah lui il se dit ah ok j'ai un carbocation, bah c'est facile pour moi de l'attaquer. En gros, lui il m'a facilité le travail, il m'a laissé la place, là je peux attaquer. Mais si on a une SN2, c'est-à-dire que lui il doit attaquer en même temps que lui parte. Si lui il est mauvais, si le nucléophile il est mauvais, bah c'est compliqué parce qu'il a la flemme de réagir. Ça lui demande de l'énergie, c'est compliqué pour lui. Alors que pour la SN1, lui il est déjà parti. C'est plus facile pour lui d'attaquer un carbocation que d'attaquer en même temps que lui il part. Le micmac, ça l'embête, si le nucléophile, il est mauvais. Donc retenez que plus le nucléophile, il est fort, plus il va faciliter la SN2, plus il va favoriser l'attaque du carbone. Alors que pour une SN1, il n'y a pas besoin qu'il soit fort, on lui a laissé la place, on lui a mâché le travail, c'est très facile pour lui d'attaquer. Par contre, pour une SN2, ça lui demande de la force. Donc plus le nucléophile, il va être fort, nucléophile, celui qui l'attaque, plus il va favoriser la SN2. Et qu'est-ce qui va déterminer la force du nucléophile? Eh bien déjà, plus l'électronégativité de l'élément du nucléophile, elle va être faible, plus il va pouvoir attaquer. Parce qu'on rappelle, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que lui, il met en commun un doublé non liant avec le carbone. Le fluor, il ne fera jamais ça. Le fluor, il est tellement électronégatif, c'est un radin, il va jamais partager ses électrons. L'oxygène, c'est déjà un peu plus compliqué, c'est déjà un peu plus facile, même si ça reste compliqué. Et l'azote, bah, ça le facilite, lui. Lui, il va pouvoir attaquer. Et le chlore, il va pouvoir attaquer. Et le brome, encore mieux. Vous voyez? Comme ils sont moins électronégatifs, là, l'électronégativité, elle est comme ça. Comme le brome est moins électronégatif, ça ne le dérange pas de partager un petit peu. Le fluor est tellement électronégatif qu'il a vraiment envie de rien partager. Et donc, plus l'atome aussi il va être gros finalement, plus il va pouvoir attaquer puisque ça va minimiser puisqu'il va pouvoir partager ses électrons. Et retenez, plus le groupe ici, vous voyez, si je mets par exemple OHCH3, OHCH3, c'est un meilleur nucléophile que OH, CH2, CH3. Pourquoi? Parce que cette molécule-là, elle est plus grosse que cette molécule-là. Et on l'a dit, pour une SN2, il faut venir attaquer. Et plus on est gros, plus on va prendre de l'espace et plus ça va être compliqué d'attaquer. Ok? Puisque là, si je redessine un carbone primaire, et là notre brome, c'est plus facile de venir avec une personne qu'avec deux, qu'avec 10. Donc, retenez la nucléophilie, la force de la nucléophilie, elle dépend de l'électronégativité. Moins on est électronégatif, plus on va pouvoir partager ses électrons, plus ce sera facile, plus l'attaque se fera. Et plus on est petit, c'est-à-dire plus la molécule qui attaque elle est petite, plus ça va faciliter la réaction. Si on fait un tableau récap, finalement, si on a, vous voyez, donc ça c'est même pas primaire, hein. Primaire c'est quand on a un carbone lié à un carbone. Là c'est directement l'halogène qui est lié à un seul carbone, et le carbone il fait zéro liaison avec les carbones. Ça va vraiment très bien réagir hein, avec une SN2, puisqu'on l'a dit, SN2, il faut très peu d'encombrement stérique. Là, si on a un carbone primaire, pareil, l'encombrement stérique il n'est pas énorme, c'est bien pour une SN2, par contre on n'aura pas de SN1.
puisqu'on l'a dit, il faut que le carbocation soit stabilisé, et pour qu'il soit stabilisé, il faut un effet inducteur des groupes alkyles. Pour un carbone tertiaire, on l'a dit, SN1, pas de SN2. Pour le carbone secondaire, si vous avez un très bon nucléofuge, un très bon par exemple iode, ça va être une SN1, puisque il va partir facilement. Il va partir très facilement, et vous allez avoir ensuite les groupes alkyles qui vont stabiliser le carbone. Si on a un très bon nucléophile, celui qui doit attaquer, il est très fort, c'est-à-dire qu'il est gros, pas très peu électronégatif, il va venir attaquer. Pourquoi je dis qu'il est gros? Parce qu'en fait, plus on est gros, plus notre électronégativité elle diminue. Mais retenez, si on a un élément avec un doublé non liant et qui n'est pas électronégatif, ça va attaquer très facilement. Donc, si on a un très bon nucléophile, SN2, celui qui doit attaquer, il est très bon, SN2. Et si celui qui part, il est très bon, SN1. Donc voilà pour le tableau récap de ces deux mécanismes qu'il faut vraiment maîtriser. Et essayer de comprendre, par exemple, pourquoi, si on a directement notre halogène lié au carbone, que lui ne fait pas d'autres liaisons carbone, pourquoi pourquoi ça va faciliter la réaction. Terminons sur les oxydations des alcools. Une oxydation, c'est une perte d'électrons. C'est-à-dire que là, si je mets NaCl, ça va se rompre, ça va être Na+, plus Cl-, mais le nombre d'oxydation de Cl-, c'est 1-, et celui du Na+, c'est 1+. Ok, et bien ici, Na a été oxydé, il a perdu un électron. Si je vous mets XO, et bien ce qui va se passer en fait, cette liaison, cette molécule, c'est ça, XO. L'oxygène, il va être plus électronégatif que X. Là, X, c'est pas un halogène, hein, c'est un atome quelconque. Donc on va avoir X, sa charge partielle, c'est +2, et la charge partielle de l'oxygène, c'est -2. Eh bien, le nombre d'oxydation de X, c'est +2. Ok. Donc, soit une oxydation, c'est une perte d'électrons, enfin c'est une perte d'électrons, et ça peut être de deux moyens. Si je vous mets XO et XO2, eh bien c'est X qui va être le plus oxydé entre ces deux X. Pourquoi? Eh bien, plus vous allez avoir d'oxygène, plus on va vous arracher des électrons. Et plus on nous arrache d'électrons, plus on est oxydé, puisqu'on a dit une oxydation, c'est une perte d'électrons. Ou c'est l'atome qui a le -2H. Donc deux possibilités pour savoir quelle molécule est la plus oxydée. La molécule qui a le plus d'oxygène et la molécule qui a le moins d'hydrogène. Entre XO2 et XO2H, eh bien, c'est XO2H qui est la moins oxydée. Vous voyez, là, on a le même nombre d'oxygène. Eh bien, si on a des hydrogènes, ça diminue le nombre d'oxydations. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, c'est pas très électronégatif, il va facilement céder un électron. S'il me cède un électron, j'en gagne un. Or, on a dit une oxydation, c'était une perte. Donc, si j'ai des hydrogènes qui me donnent des électrons, ils minimisent l'oxydation, donc ils vont contre l'oxydation. C'est pour ça, plus vous allez avoir des hydrogènes, moins vous allez être oxydé. Moins vous avez des hydrogènes, plus vous êtes oxydé. Plus vous avez des oxygènes, plus vous êtes oxydé. Parce que plus vous avez des oxygènes, plus il vous arrache vos électrons, plus vous en perdez. Une oxydation, c'est une perte d'électrons. Si on en vient à l'oxydation des alcools, mais de toute manière, ces notions-là, hein, elles seront vues surtout en biophysique. Voilà. Donc on a une oxydation, un alcool primaire, on l'a dit, c'est ça, par exemple, H, H et OH. Si j'amène un oxygène, ce qui va se passer, c'est que on va avoir un oxygène qui va capter l'hydrogène, ici. Donc on va avoir OH. Là, on va avoir un plus. Et ici, on va avoir une double liaison qui va se former. Et donc là, on va perdre notre carbocation, on va perdre notre charge positive. Et on va avoir ce que l'on appelle un aldéhyde. Un aldéhyde, c'est C, double liaison O, R, donc une chaîne alkyle. Donc là, ça peut être CH3 ou CH2CH3 ou CH2CH2, CH2CH3. Et une AH. Un aldéhyde, c'est en fin de chaîne, on voit que ça termine la chaîne. Alors qu'une cétone, ce qu'on va voir juste après, c'est entre deux chaînes. Commençons par l'oxydation d'un alcool primaire. Cr6+, c'est un très bon oxydant, il a énormément on voit qu'il a une charge très élevée, donc c'est un très bon oxydant. Il va venir attaquer l'oxygène de l'alcool. On va donc avoir ici Cr6+, mais en fait ce qui va se passer, on va oublier là, les 6, on va les enlever.
L'oxygène, il va avoir une charge positive. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une liaison dative entre l'oxygène. L'oxygène, il a mis en commun un de ses deux doublés non liants, ici. Là, il avait deux doublés non liants. Il y en a un, en fait, c'est la liaison. Donc, on va avoir ici une charge partielle positive. Il a mis en commun des électrons sans rien recevoir au retour. Qu'est-ce qui va se passer? Il va relâcher l'hydrogène, parce que là, il est lié à un hydrogène. Comme il fait trois liaisons, ça ne lui va pas. Il va relâcher un hydrogène. Donc, on va avoir ici plus H+. Cr, il va le récupérer encore, ce H+. Donc ici, on va avoir HCr, CRH. Ok, et lui, il perd sa charge positive. Ensuite, Cr, donc c'est un très bon oxydant, il va aussi récupérer l'hydrogène, celui-ci, ou celui-ci. On va donc avoir ici Cr qui récupère le H, CRH, H qui va partir, c'est-à-dire que là, CrH2, il va partir, et on va avoir notre liaison là, qui va venir faire une double liaison avec l'oxygène, et lui qui part, bien sûr. Et lui qui récupère son doublé non liant, puisque là, il va avoir une charge positive, donc il va rendre les deux électrons qui sont dans la liaison. Ok, il va lui dire à l'oxygène, tiens, reprends l'électron que tu m'as prêté, refais-toi ton doublé non liant, et là j'ai ma double liaison. Et ça, c'est ce que l'on appelle un aldéhyde. Donc si on récapitule le mécanisme de réaction, on a un alcool primaire, un oxydant très fort qu'on va mettre X. X, il va venir faire une liaison avec l'oxygène, une liaison dative, puisque un oxydant c'est électrophile, ça aime les électrons, et l'oxygène il est nucléophile, donc ça va réagir, on va avoir notre X qui va être lié à notre oxygène. L'oxygène il se retrouve avec une charge positive, toujours comme ça quand on fait une liaison dative, parce qu'on partage des électrons sans les recevoir en retour. Comme il a une charge positive parce qu'il fait trois liaisons, il va relâcher un hydrogène que le X va récupérer. Ok, donc il perd sa charge positive, l'oxygène, ça y est, il ne partage plus autant d'électrons maintenant. Et le X, comme il est très bon oxydant, il va aussi pouvoir récupérer un des deux hydrogènes du carbone. Donc on va avoir ici un deuxième H. On va avoir un plus, puisque là, on commence à faire beaucoup de liaisons notre oxydant. L'électron, la liaison, c'est ça, hein. C'est donc là, la liaison, elle était comme ceci. On va avoir nos deux électrons de la liaison. L'électron du X de l'oxydant, il va dire à l'oxygène, récupère-le. L'oxygène, il va pouvoir refaire son doublé non liant. XHH, il va partir. Et la liaison qu'il y avait entre le H et le carbone, elle va se faire entre le carbone et l'oxygène. Donc au final, on se retrouve avec ces double liaisons CH3H. Et ça, c'est ce que l'on appelle un aldéhyde. Ici, il faut savoir que j'ai mis un CH3, mais ça pourrait très bien être CH2, CH3, ou de manière générale, on va noter un R. R pour dire que l'on a une chaîne alkyle, qui peut être aussi longue que le bras, on s'en fiche. Donc voilà, ça c'est ce que l'on a que lorsque l'on oxyde un carbone primaire. L'oxydation d'un carbone secondaire, ça va être le même principe. Notre X, il va venir se fixer à notre oxygène. Oxygène, il se retrouve avec une charge positive. Il va relâcher un hydrogène que l'oxydant va récupérer. L'oxygène, il perd sa charge positive, sachant que là, il lui reste plus qu'un doublé non liant, hein, l'oxygène, puisque son deuxième doublé non liant, il était engagé dans cette liaison. Puis là, il l'a récupéré, puisqu'il a relâché le H. Ok. Ensuite, on va avoir notre oxydant qui récupère cet hydrogène. Donc on va avoir XH2, toujours la même chose, on récupère deux hydrogènes. XH2 il se retrouve avec une charge positive, il va partir. Et ensuite, on va avoir notre double liaison. Donc à la fin, notre cétone, c'est C double liaison R. On a deux chaînes alkyles liées à notre oxygène. On n'a pas d'oxydation pour le carbone tertiaire, parce que là, ben, ça ferait qu'on aurait ça, CH3, et le X, il devrait arracher l'électron du OH, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour arracher l'électron, l'hydrogène d'un carbone, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà pour ce cours sur les alcools, c'est un cours très dense. On a vu, hein, alcool primaire, secondaire, tertiaire. Les réactions de SN à SN2, vraiment à maîtriser. Ça, à la limite, c'est pas ce qu'il y a de plus important, l'oxydation. Puis c'est un mécanisme que l'on va approfondir en biophysique. Vraiment, concentrez-vous sur les réactions SN1, SN2 et n'hésitez pas à poser vos questions dans le forum.